André Michel Ikongo Otere est avec nous dans Étoffe, jeune politique. Il vient fraîchement d'intégrer le PCT et fraîchement nommé au comité du PCT de l'arrondissement 5-ONZ. Nous le recevons pour parler de son parcours politique. Il n'est pas ici pour représenter son parti, mais nous le recevons en tant que jeune et cadre politique pour parler surtout de son parti politique et de la lecture de la vie politique qu'il a de son pays. Bonjour Michel. Bonjour Ronnie. J'ai la chance de vous connaître hors profession. J'ai vu votre parcours. Vous êtes au PCT aujourd'hui. C'est quand même interrogateur. Interrogateur quand on sait que vous aviez votre propre parti à l'époque, un moment à l'UMP que vous avez quitté dans des conditions peu amènes. Alors, j'aimerais savoir d'abord et avant tout comment vous vous êtes retrouvé au PCT. Merci pour la question. Bon, le PCT et M. André Michel Ikongo Otere que je suis a toute une histoire. Cette aventure commence en 92. Je crois que j'avais moins de 15 ans. J'ai commencé à soutenir le président à cette époque-là. Nous étions, je crois, que la dernière barrière qui accompagnait le président du palais au plateau pour Pilar. Et quand il quitte le pouvoir? Quand il quitte le pouvoir. Ouais. Quelques années plus tard, je crois qu'en 2014, en 2015, il y avait un recensement administratif. Et à l'époque, avec quelques amis, nous avons créé une association qui s'appelait Association Jacques Chirac pour le développement du Congo, si je ne me trompe pas. Dans cette association, nous étions avec quelques cadres du PCT aussi. Aujourd'hui, un des secrétaires de la Fédération de Brazzaville, qui est appelé M. Brissitois. D'autres, Philippe Gamporo, certains sont au Trésor, les Américains d'Angou. On a créé cette association-là, mais qui soutenait l'action du président à cette époque. Alors, nous étions parmi les jeunes qui ont participé au recensement administratif pour le compte du Parti contre du travail. Je n'avais pas 20 ans. Cette histoire a commencé là et puis c'est suivi de plusieurs événements qui sont suivis jusqu'à mon adhésion au PCT en 2019. Et aussi vos parents qui sont au PCT depuis? Oui, je suis né d'un père qui est resté longtemps membre du comité central du Parti contre du travail. Ouais. On peut dire que c'est aussi héréditaire, on peut dire ça, c'est dans le sang. Les chiens ne font pas les chats. D'accord, on ne parle pas du PCT, je l'ai dit, on ne va pas entrer dans le parti. Alors, bien, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous avez créé votre propre parti et après vous l'avez abandonné pour intégrer l'UMP? Pourquoi toutes ces péripéties, ces pérégrinations qui paraissent comme une sorte d'aventure? C'est quoi cette instabilité politique? Ça n'était aucunement une aventure parce que jamais je n'ai été du côté de l'opposition. Ouais. Toutes les fois que je me suis aligné dans un mouvement, c'était un mouvement qui soutenait le président de la République. Vous lui êtes resté fidèle, on va le dire. Resté fidèle au président de la République. Alors, la petite aventure. En 2010, j'ai été parmi les quelques jeunes qui ont été consultés à l'issue. On était déjà en train de voir la création de la force montante congolaise qui allait succéder à l'UGSC. Mais malheureusement, au même moment où nous étions en train de travailler déjà, avec quelques camarades qui sont dans la ville aujourd'hui, et au cas du parti aussi, bon, j'ai été envoyé en formation hors du pays. Et je suis resté là-bas 2 ans. À mon retour, toutes les structures ont déjà été installées. Ouais. Sur le conseil éclairé d'un des hauts cadres du parti, qui m'a proposé de créer une association à caractère politique et de m'exprimer au sein de cette association-là. C'est ce qui fut fait. J'ai créé cette association, je crois que si je ne me trompe pas, en 2014. Ensuite est arrivé les consultations, présence, le dialogue et tout ce qui s'en est suivi. J'étais actif et membre de la coordination de la majorité présidentielle pendant toute cette période. Et ensuite est arrivé le parti. Et puis, bon, il y a la loi sur les partis politiques qui est arrivée. Oui,
qui a fait disparaître plusieurs associations, voilà. d'avoir toutes les associations. Je n'ai pas honte de le dire que mon parti était parmi ceux qui avaient disparu suite à ce mouvement. C'est ce qui vous a poussé à rejoindre Tchalisson. Avec mon frère Tchalisson, on avait fait un deal politique. Un deal, ça veut dire quoi? Un deal, c'était quoi le deal? Mais on avait fait signé des accords pour qu'on aille quelque part ensemble. Hein. Et puis bon, le deal n'a pas marché. Voilà, on va pas rester sur cette histoire qui est restée. Bon, je vais le dire clairement que je n'avais jamais eu le temps d'en parler avec vous, mais on ne reste pas là-dessus. Alors, aujourd'hui, la FMC est mise en place. On voit plusieurs jeunes s'intéresser à la politique. Qu'est-ce qui explique en fait cet engouement, cette motivation? Est-ce que la politique devient une sorte, on va dire, un moyen par lequel on prend de l'ascenseur social pour avoir, on va dire, des titres, des nominations, ou encore c'est véritablement un sacerdoce aujourd'hui? Est-ce que la politique est encore un sacerdoce? Et si on se souvient bien de ce qu'étaient vos pères, les générations passées? Bon, moi je continue à croire que la politique est un sacerdoce. Et je crois très peu à ceux qui pensent que la politique est une aventure où on vient pour obtenir des positions sociales ou que ça nous serve d'ascenseur social. Beaucoup sont arrivés dans ce contexte-là, ils sont repartis tels qu'ils étaient venus. Je crois une chose aussi, je crois une génération visionnaire. Une génération qui veut voir les choses changer. Une génération qui a une autre dimension de la vision de l'État. Et c'est cette génération-là qui s'est mise à l'œuvre pour essayer de bouger aussi les choses. Parce que c'est vrai, le Congo, c'est quoi? C'est 60 ans d'existence. C'est peut-être 40 ans ou 35 ans de gestion de partis monolithiques. Et puis après, c'est la démocratie. Et puis après, il faut rechercher notre identité parce que le Congo aujourd'hui est à la quête de sa propre identité. Et ça, on a besoin des jeunes, des jeunes, des dames et toutes les intelligences pour chercher à faire muter le pays vers notre réelle identité. André Michel, j'ai envie de comprendre, vous ne pensez pas que la politique telle qu'elle est pratiquée au Congo, c'est une sorte d'une vue de l'esprit, d'une sorte de rêve irrationnel que l'enfant aux jeunes, parce que nous avons vu aujourd'hui des jeunes qui ont même abandonné certaines activités entrepreneuriales pour se basculer en politique. Vous nous dites que c'est par conviction. Croyez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes que nous voyons en politique, ils sont réellement par conviction ou juste, comme je venais de le dire, ça devient un moyen, une facilité pour obtenir des gains? Est-ce que vous êtes, vous, fier d'être un jeune politique congolais? Bon, mais déjà, je peux dire d'entrée de jeu que je n'ai pas gagné grand-chose dans la politique jusqu'à aujourd'hui. Environ 7 ans de politique pratique. Mais j'ai ma petite entreprise qui existe depuis plusieurs années. Je fais mes études d'impact environnemental, je m'en sors pas mal. J'ai d'autres projets sur lesquels je travaille, en dehors de mes activités professionnelles, classiques. Donc, à ce jour, je ne crois pas, en ce qui me concerne, hein, que la politique, pour moi, peut constituer un ascenseur social. Maintenant, effectivement, il y a quelques rêveurs qui viennent en politique sans conviction ou les coopter, parce qu'ils existent aussi. Est-ce que votre propre parcours ne justifie pas ce que je suis en train d'affirmer? Je l'affirme haut et fort. Votre passage à l'UMP, votre séparation, je le disais tout à l'heure, c'était dans les conditions peu orthodoxes. Nous avons vu une guerre, on va dire, une sorte de guéguerre entre vous deux. C'était une véritable guéguerre. Est-ce que le fait que vous êtes passé par là et après vous êtes séparés rapidement n'explique pas le fait que pour vous, la politique était un moyen pour arriver à un certain niveau, et aujourd'hui, ça se justifie par le fait que vous êtes carrément dans le bureau du PCT et ONG. On dirait que le deal, c'était je n'ai rien trouvé à l'UMP, je détruis l'UMP pour que je sois coopté par le PCT. Le PCT, déjà, pour moi, est une relation naturelle. Je ne rentrerai pas là-bas. Oui. Je n'ai rien eu à l'UMP, mais quand je suis arrivé à l'UMP avait quoi? Le président de l'UMP n'était même plus ministre. Vous pensez que ce n'est pas la conviction? Pendant que tous les autres quittaient le bateau, je suis rentré. Et j'ai relevé le défi de redonner la dimension à ce parti. J'ai fait quartier après quartier, arrondissement après arrondissement pour prêcher la vision que nous avons, notre vision commune
d'abord soutenir l'action du président et ensuite impulser une nouvelle génération des politiques. Et c'est vrai, on s'est retrouvé face à, je peux dire, une détermination que j'avais trouvée, moi, hein, à cette époque-là, négative, du président de n'être que sur sa logique. Mais un parti politique est l'endroit le plus approprié pour l'expression des uns et des autres. Et la pratique des partis politiques, c'est essentiel, c'est la démocratie. La démocratie, pour qu'elle soit en externe, elle doit être d'abord en interne. Et si la majorité prend une position que vous vous opposez parce que vous êtes président de ce parti, ça pose problème. Nous étions simplement en train de défendre une ligne qui n'était pas celle du président, qui après, bon, ça a découlé sur les réseaux sociaux et tout ce que tu sais. Je n'ai jamais vu, moi, répondre ou insulter les gens. Ce n'est pas de ma nature ni de mes habitudes. C'est quand même paradoxal. Je ne présente pas là une vision apocalyptique du Congo, une vision apocalyptique, oui, j'y arrive, du Congo. Mais on constate de plus en plus que les choses vont mal, va de mal en pis. Mais vous êtes quand même motivé à aller en politique. Est-ce que l'avenir vous rassure-t-il? Qu'est-ce qui justifie cette motivation quand on sait que, on va dire, tout est au rouge, on va le dire? Comment continuez-vous à croire dans un pays où tout semble être sombre? Surtout vous, la jeunesse. Bon, mais en ce qui me concerne, hein, je me dis, c'est quand on est tout au bout que l'on prend les forces pour rebondir. Mais je dirais aussi que le Congo de Denis Sassou Nguesso, que j'appelle la légende, c'est quoi? C'est 3500 km de route bitumée. Je crois que nous sommes le deuxième réseau routier en Afrique centrale. Le Congo est connecté par voie bitumée à 3 pays. L'Angola, le Gabon, le Cameroun. Très bientôt à Centrafrique et la RDC. Le Congo, c'est quoi? C'est un boulevard énergétique de plus de 3 barrages hydroélectriques et une centrale à gaz en Pointe-Noire. Nous avons quoi? Ce sont les fondamentaux du développement. On dit quelque part que la route du développement passe par le développement de la route. Nous avons aujourd'hui tous les fondamentaux d'un développement à notre portée. Mais c'est vrai aussi, on a un problème. C'est le problème du Congolais. C'est qui le Congolais? Le Congolais, c'est quelqu'un qui a dans l'ADN l'État-providence, qui critique le gouvernement, mais qui ne veut pas prendre les dispositions pour s'émanciper lui-même de la situation dont le gouvernement, prétendument, l'a mise. Aujourd'hui, nous avons la route, nous avons l'énergie. Mais on devait aujourd'hui exploser dans l'entrepreneuriat. Combien de Congolais font le transport en commun ici? Entre Cabinda et Sangmelimo au Cameroun. Je ne sais pas s'il y en a 5. Vous voyez toutes ces opportunités qui sont derrière ces possibilités que le gouvernement a mis à notre disposition. Si je comprends bien, pour être clair, vous allez évoluer. Vous voulez nous faire croire que les bases du développement sont posées. Les bases sont posées. Le gouvernement a tout mis en place pour permettre l'éclosion même de la jeunesse, le développement du pays. Mais pour parler clair, les Congolais seraient paresseux parce que personne ne profite, on va dire, de ces opportunités qui sont à la disposition de tous. C'est ce que vous voulez dire exactement. Effectivement. Mais les jeunes qui vous suivront, ils diront, mais aujourd'hui, très bien, vous le dites que le développement, la base est là, et réellement, mais comment peut-on trouver les moyens qu'il faut? Un jeune qui veut se lancer dans le transport, comme vous le dites, où trouve-t-il les moyens? Comment fait-il? La route, très bien. Mais comment fait-il pour trouver le moyen? Bâtir une société? Avec quel fonds? C'est cela d'abord le rêve. Comment ça se passe? J'ai entendu parler, j'ai peut-être vu, j'étais encore tout jeune, un commerçant qu'on appelait Charles Bina, qui
qui a commencé son commerce, je crois, avec 75 francs CFA. Il a commencé par la cola, il est allé, mais aujourd'hui, je pense qu'il est parmi les commerçants qui a le plus grand patrimoine au Congo. C'est quoi la volonté d'abord et la détermination dans ce que l'on fait. Nous n'allons pas attendre qu'une banque vienne nous déposer 2 milliards comme capital pour faire fonctionner l'entreprise pendant que tu n'as même pas 100 francs. Personne ne dira ici, d'entre nous, de nos jeunes, qui n'a pas 10 000 balles dans sa poche. En un mois, ce n'est pas possible. Mais généralement, quand nous avons 10 000 balles, qu'est-ce qu'on fait? En cours de les petits Ngana de quoi? Sans piffrer de boisson, et puis voilà. Et demain, on critique le gouvernement. Mais quel est ton apport en tant que Congolais pour le développement de l'économie de ton pays? Nous avons ici les terres arables à perte de vue. Je suis parfois gêné quand je suis avec les autres, les amis d'un autre pays, quand on fait. Ils sont surpris de constater qu'on n'exploite pas les terres. Et ça aussi, pour aller exploiter la terre, on a besoin d'aller dans une grande banque, obtenir 50 millions de crédits. C'est une question de volonté. J'avoue que le Congolais est paresseux. Moi-même compris, hein. Oui, vous avez une entreprise quand même qui se développe bien, pas tous les Congolais. Mais moi, je crois que est-ce que c'est pas trop facile d'affirmer que les Congolais sont paresseux? Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on sait que même ceux qui terminent à l'école ont les portes de l'entrepreneuriat ou de l'emploi est totalement fermé, ne peut pas avoir accès au travail, on voit comment le chômage galope et vous dites que bon, les jeunes sont paresseux. Quand on sait aussi avec les TIC aujourd'hui, plein de jeunes ont des projets dans différents domaines, ont des projets qui sommeillent dans les tiroirs parce qu'ils n'ont pas accès, les conditions ne sont pas réunies pour créer une entreprise au Congo. C'est tout un parcours de combattant, tout commence par là. Il y a beaucoup de difficultés auxquelles il faut faire face et vous dites que tout a été fait pour que le Congo ou le jeune Congolais qui a une entreprise se développe aussi facilement. Est-ce que ce n'est pas trop gratuit d'affirmer ça? Est-ce que vous ne craignez pas que les autres jeunes qui vous suivent crient haro sur vous? Bon, qui ira qui veut. Mais j'ai pour moi un modèle, un exemple. Tcheleka. Oui, ça veut dire quoi? Tcheleka, qui est une chaîne YouTube, a été créée par un jeune Congolais aussi, qui n'a certainement pas été subventionné par l'État. Oh non, jusqu'ici non, mais on espère bien. Voilà. Donc c'était une volonté, certainement la détermination. Vous êtes organisé avec les peu de moyens que vous avez fait votre chemin. Aujourd'hui, je pense que voilà, vous êtes en train de trouver votre route. Et plusieurs autres jeunes font la même chose et ça marche. Je ne vois pas pourquoi on doit chaque fois incriminer le gouvernement pendant que nous avons la possibilité, avec nos potentiels respectifs, de faire quelque chose et sortir de la pauvreté. Voilà, donc si je comprends bien, pour résumer un peu ce chapitre de développement, pour vous, tout est fait. Tout est fait. Le développement du Congo, comme on dit, l'émergence est en route, en bonne voie. Peut-on vraiment croire, puisqu'on a parlé de l'émergence d'ici 2025, vous avez dit les bases du développement sont jetées, sont là, on peut croire à un Congo développé, émergent en 2025? Tout cela doit être le fait d'une volonté croisée. Ça veut dire le quoi? Gouvernement, oui, mais aussi les populations. Qu'est-ce que les populations doivent faire exactement quand on sait que toutes les années ou presque 5 ans après, les mêmes populations, ces mêmes peuples votent les représentants à l'Assemblée, au Sénat, un peu partout, et à la fin, le constat demeure le même depuis plusieurs années. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait du bilan du président de la République, on va dire ça, qui, à votre yeux, est une légende, vous l'avez dit tout à l'heure, un monument, vous l'avez dit? Êtes-vous vraiment satisfait de son bilan? Soyez francs, hein. Nous sommes à Tcheleka. Si ça n'a pas marché, dites que ça n'a pas marché. En Côte d'Ivoire, du vivant de fouet, personne ne l'appelait père de la nation. Pas grand monde. Parce que dans la marche, c'est vrai, il y a des hauts et des bas. Mais une fois qu'il est parti, tout Ivoirien s'est rendu compte que c'était réellement lui, le père de la nation. Maintenant, dans le parcours que nous avons, depuis la Nouvelle Espérance, c'est le premier projet de société du président, à son retour au pouvoir, les premières bases qui ont été posées, c'était de créer les conditions, je peux dire, de développement local.
Donc c'était la révolution de la modernité. Vous remarquez que vous allez à Owando, vous avez des infrastructures qui existent, des bâtiments spongieux comme à Brazzaville, parce que le Congo, il y a quelques années, avait un problème d'exode rural. Les populations de l'intérieur se vidaient pour aller remplir Brazzaville, qui était devenue une métropole surpeuplée. Alors, les productions qui devaient se faire au niveau rural ne pouvaient plus se faire puisque tous les jeunes valides venaient vers Brazzaville. Alors, il fallait créer les conditions optimales de vie, qu'ils aient l'électricité, qu'ils aient l'eau, qu'ils aient des bâtiments dignes quand même d'une localité viable. C'est ce qui a été fait sur les 2 premiers projets de société du président. Donc, Nouvelle Espérance et Chemin d'avenir. Alors, pendant que nous amorçons la marche vers le développement, qui devait être la révolution industrielle, qui tombe vers sa fin, qui devait être la révolution industrielle, c'est vrai que nous avons été frappés par une crise mondiale, que tout le monde sait, ça a mis pratiquement toutes les économies. Ça devient un prétexte surtout pour vous. Toutes les économies du monde. C'est un vrai prétexte aujourd'hui. À l'arrêt. Aujourd'hui, tu vas à Dubaï, c'est quasiment plus comme avant. Abu Dhabi, qui était des grands pôles économiques. Et cette crise-là a fait des dégâts un peu partout, dont au Congo. Ça a freiné, c'est vrai, ça ralentit à la révolution industrielle que nous avons déjà dans notre programme amorcé, mais je suis convaincu que dans les prochaines années, nous allons atteindre cet objectif-là où nous aurons la modernité, nous aurons la révolution de modernité, nous aurons la révolution industrielle et le Congo va réellement décoller. Nous allons parler de ce que vous venez de dire tout à l'heure. Quand vous dites nous allons, vous faites allusion à qui? Au président de la République? Je suis membre du Parti Congo du Travail, membre du comité central. Et donc vous y restez, le président c'est votre candidat et vous continuez de le soutenir en 2021? Lors du 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, le camarade Denis Sassou Nguesso a été désigné comme candidat du Parti congolais du travail. Et je crois que cette candidature a été entérinée par d'autres partis. Alors, je veux vous poser une question. Vous avez dit que le président est une légende pour vous. Pourquoi vous le dites? C'est pas trop, là, c'est le superlatif. Est-ce que une légende, est-ce que c'est pas trop de qualifier d'une légende? Pourquoi il est pour vous, qui êtes encore très jeune? Bien. J'ai appris l'histoire de ce pays, de 58 à aujourd'hui. Il y a eu plusieurs dirigeants dont chacun a pu faire ce qu'il a pu faire. Mais je n'ai qu'un seul exemple. C'est le Mayombe. Le Mayombe, c'était un mythe pour tout le monde. Personne ne pouvait imaginer aujourd'hui que tu pouvais démarrer ta voiture aujourd'hui à 17 h et traverser le Mayombe, arriver à Pointe-Noire, 23 h minuit. Même les plus grands géologues avaient du mal à déterminer comment une route pouvait passer par là. Il a fallu un Denis Sassou Nguesso, bâtisseur infatigable. Est-ce que c'était pas, dans ses devoirs? Il a vaincu le Mayombe. Oui. Est-ce que c'était pas dans ses devoirs? Il a vaincu le Mayombe. Pourquoi cela est extraordinaire alors? Il a vaincu le Mayombe. Et ça, dans l'histoire du Congo, c'est unique. On le retiendra siècle après siècle, c'est ce que vous voulez dire. D'accord. Un mot sur la diaspora congolaise. Pendant que nous parlons du président de la République, qui est une légende pour vous, bon, je ne dirais pas la majorité parce que je ne sais pas comment quantifier cela, mais on constate la toile parce que c'est notre champ d'action. La plupart des Congolais qui sont à l'extérieur du pays contestent la politique gouvernementale depuis plusieurs années. Là, vous parlez du président de la République qui serait encore candidat selon le PCT qui a déjà validé sa candidature. Mais ces jeunes, tous les jours, pensent que le pays ne va pas bien. Ils tirent à boulet rouge sur le pouvoir en place, donc le PCT et surtout le gouvernement, le président de la République. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Je ne dis pas que toute la diaspora congolaise, mais celles et ceux qui sont permanemment sur les réseaux sociaux et qui ne cessent de décrier aujourd'hui la gestion du pays. Bon, mais les opinions sont libres. Chacun a la liberté de s'exprimer comme il le pense. Et chacun
a le droit de soutenir ou de ne pas soutenir. Non, est-ce que vous ne croyez pas qu'ils ont raison quelque part? Parce que quand ils parlent de l'électricité, c'est très bien, vous parlez du boulevard énergétique, vous avez raison de le dire, mais à Brazzaville, surtout depuis quelques temps, 22 ans après, on a toujours ces problèmes de délestage. Plusieurs quartiers de Brazzaville n'ont pas d'eau. Mais vous êtes quand même satisfait de ce bilan et vous pensez que chacun est libre de parler. Est-ce qu'ils n'ont pas raison, eux, vous qui êtes compatriotes comme eux? Est-ce que vous ne pouvez pas dire à un moment, oui, ils ont raison parce que là, ça ne marche pas? Je parlais tout à l'heure des bases. Les bases sont posées. Elles sont réelles, visibles et tangibles. Maintenant, dans la pratique, effectivement, avoir un barrage hydroélectrique ne suffit pas. Il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Il y a le réseau, il y a le transport, il y a toute autre chose. Beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Et il y a aussi, je n'aime pas, mais je suis obligé de le dire, le comportement des Congolais. Parce que nous avons un problème au Congo. Le vrai problème du Congo, c'est l'homme. Aujourd'hui, l'homme qui a été relégué au second plan dans la politique, dans différents projets. Aujourd'hui, je suis client de la EEC. J'ai un branchement officiel qui est à mon adresse et tout. EEC, c'est l'électricité et l'énergie du Congo. Donc voilà, la fameuse entreprise. Ce même client, pour une raison ou une autre, va se raccorder à 2 ou 3e réseau qui est connecté à lui avec un seul abonnement. Tout en sachant que il y a une clé de dispatching, une clé de répartition qui détermine que tel transport peut produire tant et peut distribuer tant de maisons. Les branchements frauduleux. Les branchements frauduleux, comme tu le dis, sont l'une des raisons. Ce n'est pas de la fiction, c'est de la réalité. L'une des raisons, je ne dis pas... Oui, l'une des raisons des délestages. Je ne dis pas, il y a aussi la vétusté. Mais ce qui est vrai, il y a aussi la vétusté des réseaux. Pour appuyer ce qu'il dit, nous savons que, moi je ne le dis pas personnellement que c'est réellement la raison, mais je sais qu'à Brazzaville, il y a plusieurs quartiers où on trouve ces branchements frauduleux, où tout un quartier, on va le dire, est frauduleusement connecté à EEDC. Mais je le souligne que moi, contrairement à ce qu'il dit, je ne souligne pas ici qu'il s'agit de l'une des raisons des délestages à Brazzaville. C'est parmi les raisons. Il y a aussi la vétusté du réseau qui est réelle. Hein. Je ne veux pas rentrer dans la gestion de l'EEC, je n'y connais pas grand-chose. Mais du moins, il y a une de ces raisons qui est la mauvaise volonté des populations. D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'aimerais vous laisser donc... vous exprimez librement dans l'étoffe. Dites ce que vous avez sur le cœur aux jeunes qui vous suivent. Dans quelques semaines, votre parti lancera les campagnes. La FMC va lancer les campagnes d'adhésion en son sein. Vous vous préparez déjà pour les élections de 2021 pour faire réélire votre champion. Quels sont les messages dans un contexte où nous savons que rien ou presque ne marche? Merci, Bruni. Je commencerai par une petite sensibilisation sur le Covid parce que je sens que de plus en plus les populations se relâchent. Je pense que nous devons prendre conscience que c'est une maladie dangereuse et que peut-être pas au Congo, peut-être pas en Afrique, nous avons eu un peu de chance par rapport aux autres, mais il y a une deuxième vague qui est née un peu partout en Europe et aux États-Unis, qui est en train de faire des dégâts énormes. Donc je pense qu'on ne doit pas baisser la garde, on doit continuer à respecter les mesures barrières. Maintenant, pour ce qui concerne mon parti, nous sommes en train là de dérouler simplement ce que nous appelons l'agenda 2021. Nous étions à la restructuration qui a fait de moi membre du secrétaire du comité PCT-Wenze. Nous allons poursuivre la campagne d'adhésion. Tout cela, main dans la main, créant une communauté qui vive ensemble autour de l'action du président pour le permettre
de mener à bien ce qu'il a commencé si bien il y a quelques années. Je peux simplement dire que Sassou Nguesso a besoin du Congo et le Congo a besoin de Sassou Nguesso. Soutenons-le en 2021. Merci beaucoup, André Michel Ikongo-Otere, notre invité de l'étoffe. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui nous suivez sur Tcheleka. Abonnez-vous, vraiment abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.